Bonjour, je m'appelle Chantal Piché et je suis inhalothérapeute. Dans la prochaine section, nous allons couvrir le réanimateur manuel autogonflable, les indications de son utilisation, les compositions et les caractéristiques du réanimateur manuel autogonflable et les spécificités pédiatriques et adultes. Donc, les objectifs de l'utilisation du réanimateur. Quand on l'utilise, dans le fond, on veut réduire l'effort respiratoire du patient. On veut venir optimiser l'apport d'oxygène au myocarde, au cœur et aux autres tissus et augmenter l'oxygénation artérielle pour corriger rapidement une hypoxémie chez un patient qui aurait peut-être des difficultés. Donc, les indications, les moments qu'on va venir l'utiliser. Si, par exemple, on a un patient qui demeure agité après de nombreuses interventions, chez les patients qui ont des trachéos et qui sont ventilés, ça peut être un signe de détresse respiratoire. Donc, il y a tout le temps une limite un petit peu à la communication. Donc, l'agitation chez un patient ventilé, ça peut être signe de difficulté respiratoire. Donc, ça pourrait être une indication d'utiliser un réanimateur manuel. Si on a une alarme de basse pression sur le respirateur qui n'est pas résolue rapidement, donc on n'en trouve pas la cause, c'est toujours plus sécuritaire de prendre le patient au réanimateur manuel pendant qu'on résout le problème du ventilateur. On va aussi l'utiliser lors des transferts ou lors du transport de patients. Pour certaines situations, ça peut être plus simple d'utiliser le réanimateur manuel au lieu du respirateur. Donc, ça peut être une indication. Pour diagnostiquer une fuite au ballonnet et pour venir faire des évaluations au niveau d'un blocage de canule interne possible de trachéo. Si on a des signes d'hypoxie aussi, donc un patient qui désature ou qu'on se demande s'il y a un problème d'oxygénation, c'est toujours plus sécuritaire de prendre le patient avec le réanimateur manuel. Puis, si on a un ventilateur dans le fond qui arrête de fonctionner ou qu'il y a une défaillance, on va venir supporter la respiration du patient avec le réanimateur. Donc, les composantes du réanimateur manuel. Bon, donc c'est un appareil qu'on utilise pour ventiler et oxygéner le patient. On peut fournir une concentration d'oxygène jusqu'à 100% quand c'est bien utilisé puis qu'on a une belle étanchéité au niveau de notre ventilation. C'est un appareil qui est autogonflant, donc on peut l'utiliser même sans source d'oxygène. Il va se regonfler par lui-même grâce à un système de valves intégré. Donc, je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est notre réanimateur manuel. On peut se brancher à la source d'oxygène par le tube d'oxygène ici. Le réservoir même est autogonflant, donc quand on comprime le réanimateur et qu'on relâche, il se regonfle tout seul, même sans source d'oxygène. On a des valves à l'arrière et une valve sans réinspiration à bec de canard à l'avant qui permet justement au ballon de se regonfler. Et la valve à l'avant, lorsqu'on ventile, on va envoyer l'air au patient, mais quand l'air revient, la valve se ferme, donc le patient ne va pas réinspirer son CO2. On a un réservoir aussi à l'arrière qui permet d'assurer l'oxygène au patient. Si son volume courant, le volume qu'on nécessite pour la ventilation est plus élevé, bien, on a un réservoir d'oxygène additionnel qui va être accumulé à l'arrière pour toujours donner le plus d'oxygène possible à notre patient. Le réanimateur, c'est un appareil qui est disposable, qui est à usage unique. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise une fois et on le jette. Ça veut juste dire qu'un réanimateur est bon pour un patient. On ne le réutiliserait pas sur un autre patient. C'est usage unique. Et puis, on a différentes tailles. Donc, ça, c'est un réanimateur manuel adulte. Son volume est d'environ de 1,5 à 2 litres d'air. Mais on a aussi des modèles plus petits pour les clientèles pédiatriques et même néonatales. Les étapes préparatoires, quand on vient pour utiliser le réanimateur manuel, c'est vraiment très important de le vérifier, même pas nécessairement juste quand on vient pour l'utiliser, mais de le vérifier régulièrement quand il est dans la chambre du patient. Donc, on va faire un test d'étanchéité. Le test d'étanchéité, dans le fond, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite, que quand on va venir pour ventiler le patient, l'air va réellement se rendre. Donc, comment on fait ça? On va venir bloquer le bout du réanimateur avec la main, puis on va essayer de donner une respiration. Donc, si j'appuie sur le réanimateur, je devrais avoir une grande résistance. Je ne devrais pas être capable de ventiler si c'est bouché.
Donc ça, c'est mon test d'étanchéité. Ça me dit qu'il n'y a pas de fuite, que mes valves fonctionnent correctement, sont bien installées. On va aussi vérifier l'intégrité du ballon. Donc, il devrait se regonfler par lui-même. Donc ça, c'est juste de venir comprimer et de voir que le ballon se regonfle. Et on veut aussi vérifier qu'on est branché le plus possible là, à une source d'oxygène. Donc oui, il va fonctionner même s'il n'y a pas de source d'oxygène, mais dans un contexte où on veut ventiler un patient avec le réanimateur, on veut lui donner de l'oxygène supplémentaire. Donc, on va brancher notre tubulure d'oxygène au débitmètre de la canalisation ou à un cylindre d'oxygène. On va l'allumer puis vérifier que toutes les connexions sont serrées, que tout fonctionne bien. Par la suite, évidemment, on peut fermer la source d'oxygène. Ce n'est pas nécessaire de la garder allumée là, une fois avoir vérifié le ballon. Donc, quand on vient ventiler avec le réanimateur, c'est important de bien positionner le patient. Donc, on veut avoir un bon accès à la tube de trachéo ou à la tête du patient. Donc, on va venir se mettre le plus proche possible de la tête du patient, idéalement même à la tête complètement à l'arrière du patient. Il faut toujours suivre aussi les lignes directrices de contrôle des infections avant d'utiliser l'appareil ou avant n'importe quel contact avec nos patients. Donc, bien se laver les mains et porter des éléments là, de protection individuelle adéquats. Quand on ventile avec un ballon, on génère des aérosols. Donc, c'est vraiment important de bien se protéger et de suivre là, les lignes directrices du CESM. On va faire les étapes qu'on vient de discuter, bien vérifier que le ballon il fonctionne avant de l'utiliser sur le patient aussi. Donc, chez un adulte, pour bien positionner aussi, ouvrir les voies respiratoires, on va juste soulever un petit peu le menton avant de ventiler. Quand on ventile, on veut ouvrir, on veut que toutes les voies respiratoires soient ouvertes pour que l'air se rende aux poumons. Fait que c'est important de bien positionner. Chez les enfants, on ne fera pas ça, mais on va en discuter plus tard dans la présentation. Après ça, on va venir connecter le ballon directement là, à la canule de trachéo ou au masque, dépendamment de comment on l'utilise. Si on l'utilise avec le masque, c'est important d'avoir une bonne étanchéité. Donc, on va venir faire un C au niveau du masque. Donc, un C sur le masque, sur le visage du patient. Les 3 autres doigts vont venir faire un E. Ils vont venir soulever la mâchoire, encore une fois, pour ouvrir les voies respiratoires. C'est important de faire attention au tissu mou. On ne veut pas venir écraser le visage dans le masque. On veut soulever le visage dans le masque. C'est différent. Donc, on veut ouvrir les voies respiratoires, mais avoir une bonne étanchéité au niveau du masque. Donc, on soulève dans le masque, mais en maintenant fermement notre C sur le visage du patient. On va venir ventiler le patient, on comprime le ballon du tiers environ du volume sur 1 seconde et on relâche. On s'assure que le ballon regonfle complètement avant de donner la prochaine respiration. Si un patient est sur un ventilateur et a une canule de trachéo, on n'a pas besoin d'utiliser le masque, on va se connecter directement à la canule de trachéo. Donc, l'embout ici du réanimateur manuel va venir se brancher directement à la canule de trachéo. Avant de se brancher, évidemment, il faut toujours expliquer la procédure aux patients. On va leur expliquer pourquoi on les prend au réanimateur manuel, donc c'est quoi l'indication dans ce cas-ci, et on va leur expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Donc, on va supporter leur respiration de façon manuelle. Si le patient il respire encore par lui-même, on va essayer de se synchroniser avec la respiration du patient, donner la ventilation en même temps que le patient la prend, mais parfois, si les patients ne respirent pas assez rapidement, ça peut être nécessaire de compléter avec des respirations additionnelles entre les respirations du patient. Le plus rapidement possible aussi, quand on utilise le réanimateur, on va vouloir mettre un oxymètre de pouls, vérifier les signes vitaux de notre patient. Quand on vient se débrancher du respirateur, on va faire le bouton silence ou reset pour éviter que ça sonne. On débranche le ventilateur et on branche l'embu et on commence à ventiler. Si on revient au masque, c'est important de bien choisir le masque approprié pour le patient. Si le masque est trop grand,
On va avoir beaucoup de difficultés à avoir une étanchéité au niveau du visage. Et si le masque est trop petit, on ne sera peut-être pas capable de bien couvrir la bouche et le nez. Donc, c'est vraiment important de prendre le bon masque. Aussi, il y a une orientation au masque. Donc, la partie en pointe va aller sur le nez et la plus grande partie du masque va aller sur le menton du patient. Les patients qui ont une barbe ou qui sont édentés peuvent être plus difficiles à ventiler. On peut avoir plus de difficultés à avoir une étanchéité. Donc, dans ces cas-là, on peut avoir besoin d'une canule oropharyngée ou nasopharyngée qu'on va venir insérer pour faciliter la ventilation. Et dans les cas qu'on suspecterait un trauma facial, il faut user un petit peu de caution avec ces appareils-là parce que quand on les introduit dans la bouche ou dans le nez, on pourrait aller les mettre dans l'espace intracrânien. Donc, dans le cas de doute de trauma facial, on n'insère pas de canule oropharyngée ou nasopharyngée. Si on revient à nos patients trachéaux, les deux choses les plus importantes de toujours vérifier qu'on est bien connecté à l'oxygène, qu'on rajoute un débit de 12 à 15 litres par minute sur notre source d'oxygène. De cette façon-là, on s'assure de donner au moins 90 % d'oxygène à nos patients pendant la ventilation manuelle. On se branche directement à la canule de trachéo le plus possible quand c'est présent. Puis on suit la respiration du patient s'il respire de façon spontanée en complétant si jamais il ne respire pas assez rapidement. Très important, si on ventile avec un réanimateur manuel, il ne faut jamais enlever la canule interne. Si on enlève la canule interne et on ventile de cette façon-là, si jamais on remonte des sécrétions avec notre ventilation manuelle, on pourrait avoir un bouchon muqueux à l'intérieur de la canule de trachéo. Si on a ça sans canule interne, on ne peut pas enlever la canule interne qui aurait le bouchon muqueux. Donc là, on se ramasse avec un bouchon muqueux à l'intérieur de la canule de trachéo même et on aurait besoin de changer la trachéo au complet pour pouvoir ventiler le patient. Donc, toujours ventiler avec une canule interne en place. Il y a différentes techniques de ventilation si jamais on avait une situation où la canule de trachéo sortait ou n'était plus présente. Il y a deux façons de ventiler les patients trachéo qui auraient perdu leur trachéo. Donc, premièrement, on peut prendre un gaz et venir obstruer le stoma du patient et ventiler au masque, au visage, comme on ventilerait n'importe quel autre patient. Évidemment, on a besoin d'aide. On va avoir besoin d'une troisième main, quelqu'un pour tenir le gaz sur le stoma, quelqu'un pour tenir le masque et ventiler. Autre façon, si on a un masque plus petit ou pédiatrique qui est disponible, on peut venir le brancher à notre réanimateur manuel et ventiler directement à la stoma du patient. Par contre, il y a deux situations différentes. Si on a un patient qui a une trachéo, qui a encore une communication avec la bouche et le nez là, pour ses voies respiratoires, on peut avoir des fuites par la bouche et le nez. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. Mais si on a un patient qui a une laryngectomie, dans ce cas-là, c'est comme ça qu'il faut ventiler le patient parce que les laryngectomies n'ont plus de communication entre les voies respiratoires et la bouche et le nez. Donc, à ce moment-là, il faudra absolument les ventiler par la stoma. Comment on fait pour évaluer que notre ventilation est efficace? Eh bien, premièrement, on fait une bonne ventilation sur 1 seconde du tiers du ballon. On attend que ça se dégonfle avant de donner une prochaine respiration. Et c'est quoi qu'on va regarder sur le patient? On va regarder leur cage thoracique. On veut voir qu'il y a une bonne expansion de la cage thoracique quand on donne une ventilation. On va regarder leur couleur, donc si on les extrémités, les doigts, les lèvres, est-ce qu'il y a un changement de couleur si jamais il y avait de la cyanose? On va regarder nos signes vitaux, donc on a-t-il une amélioration de notre saturation? Et dans le cas qu'on aurait un capnographe, on peut aussi mesurer là, la quantité de CO2 lorsqu'on ventile pour voir qu'on ventile adéquatement. Si jamais on a un patient trachéo qui a besoin d'être ventilé, on va retirer, encore une fois, on viendrait retirer le masque. S'il était présent, on retire le masque du réanimateur manuel et on se branche directement à la trachéo.
après avoir ventilé avec un réanimateur, quand vient le temps de remettre le patient sur le ventilateur, première chose, on vérifie que notre patient est toujours confortable. Donc, est-il bien sur le respirateur? Est-ce qu'on a toujours une bonne expansion de notre cage thoracique? On va vérifier la saturation d'oxygène. Est-ce qu'elle se maintient? Est-ce que ça reste adéquat? On va réinitialiser nos alarmes. On va être sûr que toutes les alarmes qu'on avait peut-être fermées sur le respirateur, qui sont maintenant actives, parce que là, on reventile le patient dessus. On veut savoir s'il y a un problème. Et c'est très important à la fin de bien documenter dans vos notes vos observations dans le dossier du patient. Donc, c'était quoi l'indication de prendre le patient au réanimateur? Comment ils ont toléré? Combien de temps vous avez ventilé avec le réanimateur manuel? Toutes ces observations-là, c'est très important de les documenter. Si votre patient n'est pas confortable quand on le rebranche sur le ventilateur, c'est très important d'appeler vos collègues. Donc, appelez l'infirmière ou l'inhalothérapeute immédiatement pour qu'ils viennent vérifier la situation. Puis à ce moment-là, reprenez le patient avec le réanimateur manuel en attendant de l'aide. Pour la clientèle pédiatrique, la tête des enfants est plus grosse que chez les adultes. Donc, il y a une plus grande extension lorsqu'ils sont couchés sur le dos. Ça ne sera pas nécessaire de venir positionner un coussin ou quelque chose derrière la tête des enfants. C'est très important de garder la nuque libre, mais de mettre un petit rouleau derrière les épaules pour bien ouvrir les voies respiratoires des enfants. Donc, c'est dans cette position-là qu'on va mettre les enfants quand on va les intuber, mais c'est la même position qui ouvre les voies respiratoires aussi pour la ventilation manuelle avec le réanimateur manuel. Puis le rouleau, ça peut être simplement une petite serviette roulée qu'on vient mettre derrière les épaules. De cette façon-là, on peut la rouler pour avoir la grosseur qu'on a besoin. Les rythmes respiratoires, fréquences respiratoires des enfants, évidemment, les niveaux normaux chez les enfants, c'est plus élevé que chez les adultes. Donc, pour vous donner une idée, les nouveau-nés vont respirer de 60 à 80 respirations par minute à la naissance. Si on ventile un nouveau-né, on va ventiler à 40-60 fois par minute, donc une respiration par seconde. Les bébés, ça ralentit un petit peu là, dans la première année de vie, 40 à 60 respirations par minute. Et chez les enfants un petit peu plus grands, de 16 à 20 respirations par minute. Donc vous allez ventiler, presser le réanimateur manuel environ aux 3 à 5 secondes. Merci.